Bonjour à tous et à toutes. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 94, la loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau d'éducation et modifier diverses dispositions législatives. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Mme Garceau-Raval-Waldoun est remplacée par M. Morin-Acadie et Mme Gentille-Corterbonne par M. Bérubé-Matane-Matapédia. Merci, Madame la secrétaire. Donc, ce matin, nous entendrons les personnes et les organismes suivants, la Centrale des syndicats du Québec et l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Comme la séance a commencé, il est présentement 11h44, est-ce qu'il y a consentement pour poursuivre au-delà des travaux vers 12h55? Oui. Consentement? Alors, je souhaite la bienvenue à la Centrale des syndicats du Québec, donc représentée par M. Éric Gingras, président, M. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, M. Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec, ainsi que Mme Marie-Sophie Villeneuve, conseillère. Donc, bienvenue à cette commission. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour nous faire part de votre exposé et ensuite, on procédera à la période d'échange avec les membres de la commission. Bien, merci beaucoup. Donc, vous l'avez dit, accompagné de mes collègues de deux fédérations de la CSQ. Je vous rappelle que la CSQ est une organisation représentant plus de 225 000 membres, notamment plus de 115 000, notamment dans le réseau de l'éducation. Et donc, simplement un rappel, nos engagements à la CSQ sont clairs en faveur de la qualité des services éducatifs, réussite éducative des élèves. C'est au cœur de l'ADN de la CSQ. Et nous sommes pour la laïcité, la neutralité religieuse de l'État, la l'égalité femmes-hommes, et ça depuis des décennies. On vous rappelle que le réseau de l'éducation, c'est un réseau qui est porté à bout de bras pour des services de qualité de façon quotidienne, et c'est une grande fierté pour le Québec. Bien sûr, c'est comme ça qu'œuvre l'ensemble des membres qu'on représente, et fait à noter, on appuie entièrement les objectifs poursuivis par le gouvernement avec ce projet de loi, et on réitère notre entière collaboration en fonction de ça. Et on rappelle par contre qu'aujourd'hui, on vient ici de façon pragmatique, notamment pour deux choses, pour notamment demander une pause de certaines mesures afin d'analyser les répercussions et les effets négatifs potentiels, et tout ça dans la mesure justement que les travailleuses et travailleurs vont être en mesure d'être consultés sur ces mesures-là et que ça sera vraiment pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Je vais laisser mes collègues continuer. Bonjour, mon nom est Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, représentant 43 000 membres uniquement du personnel de soutien scolaire dans tout près de 25 centres de services scolaires. On veut vous parler de deux sujets aujourd'hui qui nous touchent plus particulièrement, entre autres l'impact du projet de loi sur la pénurie et aussi la conduite exempte de considération religieuse. Vous savez, dans un premier temps, l'impact du projet de loi sur la pénurie, mais nous sommes en accord avec les objectifs du projet de loi. On veut que nos jeunes et nos membres puissent être à l'école sans subir de pression religieuse, bien entendu. Il y a une pénurie particulièrement importante de personnel de soutien scolaire, on le sait, surtout pour celui qui œuvre en service direct à l'élève, entre autres au niveau du manque de services pour les élèves en difficulté, l'incapacité aussi à respecter les ratios dans les services de garde. On ne vous cachera pas notre inquiétude sur l'impact qu'aura ce projet de loi sur l'augmentation globale probable de la pénurie. Donc, nous demandons le moratoire clairement sur l'interdiction des signes religieux. Subsidiairement, si vous n'allez pas de l'avant avec le moratoire, nous souhaitons vous proposer des solutions. Vous avez voulu protéger les droits acquis du personnel scolaire. L'intention du législateur est claire à ce sujet. Tel que rédigé, des gens qui occupent un poste de remplacement, qui changent de poste, qui appliquent pour une promotion ou qui subissent une mise à pied l'été, perdront ce droit acquis. Nous sommes convaincus que l'intention du législateur n'est pas de priver le réseau de l'éducation de l'expertise de ceux qui y travaillent actuellement. Il faut trouver un équilibre entre l'atteinte de la laïcité et le respect des droits et libertés fondamentaux des gens. Quelques chiffres pour appuyer un peu au niveau de la précarité. Vous savez, 3 techniciens en éducation spécialisée sur 5 ne sont pas avec un statut de salarié régulier à temps plein.
et 3 éducatrices et éducateurs en milieu scolaire ou préposés aux élèves handicapés sur 4 ne sont pas avec un statut non plus de salarié régulier à temps plein. Dans un deuxième temps, la conduite exempte de considérations religieuses, on s'inquiète sur le fait que nos membres pourront se faire imposer une sanction disciplinaire parce qu'ils ont souhaité respecter les convictions des élèves ou de leurs collègues. Exemple, adapter le menu de la cafétéria en n'offrant pas de porc ou en offrant des choix alternatifs. Est-ce que les cuisinières et les cuisiniers seront sujets à une mesure disciplinaire s'ils offrent un menu différent? On souhaite, tout comme vous, la laïcité dans nos écoles, mais ce doit être facilement applicable au quotidien. Vous avez fait beaucoup en peu de temps pour mettre en place des mesures pour assurer le respect, prévenir la haine, la violence et l'intimidation, sincèrement. Et on vous en remercie. Mais il faut être conscient que toutes ces mesures-là n'ont pas eu le temps entièrement d'atterrir et d'être déployées dans les milieux. Il faut considérer l'ensemble de vos mesures et non de l'avoir chacune d'elles en silo. Vous constaterez alors que vous avez déjà probablement tout en main pour arriver à vos objectifs. Mais si vous souhaitez tout de même poursuivre, nous vous suggérons de modifier la cause des droits acquis afin de ne pas aggraver la pénurie de personnel de soutien scolaire et de faire en sorte que le personnel scolaire ne se voit pas imposer de sanctions pour avoir respecté les droits et libertés des gens qui entourent l'école. Merci. Bonjour. À titre de président de la FPPA, je représente 13 000 membres professionnels de l'éducation répartis dans 69 des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires, autant dans les milieux francophones anglophones que dans le Nord chez les commissions scolaires créées et captivées. Nos principales préoccupations, d'abord, elles concernent l'article 301.1 qui stipule que l'on doit uniquement utiliser le français. Il précise que cela s'applique pour les fins d'emploi autant à l'oral qu'à l'écrit. Il est également spécifié que l'article ne s'applique pas lorsque la santé ou la sécurité publique l'exige, ou s'il s'agit d'une langue autochtone. À la lecture du projet de loi, il n'est pas clair pour nous que ce soit suffisant comme garantie, particulièrement pour les élèves HDA. Pour nous, il y a des inquiétudes. Est-ce que des exceptions s'appliqueront pour les élèves à besoins particuliers, spécialement pour ceux qui sont issus de l'immigration? Qu'en sera-t-il d'un enfant autiste ou d'un autre présentant une déficience intellectuelle pour des fins d'évaluation et d'intervention? Par exemple, une orthophoniste qui doit pouvoir entrer en contact avec l'élève pour évaluer son trouble du langage, il se peut que la seule langue commune au début soit l'anglais ou que même on ait recours à un interprète. On souhaite une exemption pour tous les actes de nature professionnelle dans le respect de l'autonomie qui est déjà encadrée par différents ordres liés aux professions des professionnels. Ils peuvent juger nécessaire d'utiliser une autre langue dans le cadre de leur fonction. Nous n'apprendrons rien en personne en spécifiant que plus on agit tôt au moment de l'intervention, plus on a des chances que l'intervention soit appropriée. Il faut que le professionnel ait donc l'autonomie nécessaire pour décider quelles seront les mesures appropriées. Et je rappelle que, en plus, souvent les élèves qui ont des difficultés de cet ordre ont des comorbidités, puis que ça complique vraiment l'évaluation et tout ça. Puis on pense qu'il faut qu'il y ait la marge de manœuvre pour pouvoir juger chaque professionnel. Donc, on pense que dans ce cas-là, ce type d'accommodement serait tout à fait raisonnable et indiqué. Un autre aspect sur lequel on désire attirer votre attention, c'est les ententes locales qui ont été signées et négociées au fil des ans. Au fil du temps, les employeurs ont convenu d'entendre sur un certain nombre de jours chômés payés. Ces ententes n'ont jamais causé de préjudice et ne sont pas associées à rien de particulier. C'est des ententes pour tout le monde. Donc, les jours, c'est ça, sont libres. Puis, dans un contexte, comme l'indique le tableau de bord de l'éducation, où il y a déjà une multitude de postes vacants, 12 en psychoéducation, 15 en psychologie, 14 en orthophonie, on pense que l'attraction et la rétention sont des enjeux prioritaires. Conserver nos employés devient primordial. Les privés de droits acquis serait un bien mauvais message à leur envoyer. Merci de votre attention. Et finalement, en conclusion, la CSQ aussi aimerait amener quelques autres éléments, notamment, faisons écho aussi à nos collègues de la FSE, une de nos fédérations qui était hier en commission parlementaire, et nous réitérons l'idée de retirer les articles 5, 6, 7, 15, 27 et 37, le temps de réfléchir ensemble, de trouver des solutions. On est davantage de l'ordre de relations de travail, on est davantage de l'ordre d'éléments qui touchent davantage les milieux que d'aspects de laïcité.
On sait que ce n'est pas la volonté du ministre là, de jouer avec la dévalorisation, mais c'est un peu ce que ça fait, c'est-à-dire qu'on prend ce qui se passe dans certains milieux et dans un milieu en particulier, on le répand pour l'ensemble du Québec, et donc ça fait que on cherche à généraliser un cas exceptionnel avec un projet de loi de cet ordre-là. Donc, bien sûr, nous demandons de retirer les articles que j'ai nommés. Autre élément important, vous savez, dans le projet de loi, on parle de valeurs québécoises, de conduite exempte, de considération religieuse, des termes qui sont qui portent extrêmement à l'interprétation. Et dans ce sens-là, on pense que le droit ne définit pas bien ces enjeux-là et on pense qu'on devrait revoir ça. Dans un premier temps, retirer la formule de conduite exempte de considération religieuse, le temps de réfléchir à ça. Et deuxièmement, d'amender celui du respect des valeurs démocratiques et de valeurs québécoises, dont l'égalité entre hommes et femmes et de la laïcité de l'État, pour le remplacer par le respect de valeurs démocratiques, de droits, de libertés tels que garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, dont l'égalité entre hommes et femmes et la laïcité de l'État. Et on termine en vous rappelant à la CSQ que pour parler de tout ça et de tous ces autres enjeux-là, il n'y a rien de mieux qu'une grande réflexion en éducation qu'on n'a pas fait maintenant depuis des décennies. On se demande encore pourquoi on ne ferait pas ça. Merci. Merci infiniment pour votre exposé. Nous allons débuter cette période d'échange. Donc, Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour une période de 10 minutes 45. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure, vous dites? Vous avez 10 minutes 45, donc... Midi et 6 à peu près, midi et 5? OK. Excellent. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Allons-y avec des éléments très concrets d'abord, là. L'interdiction du visage couvert, l'interdiction du voile intégral là, dans les classes pour tous les élèves. Est-ce que vous êtes pour ça? Oui. Pas de congé religieux supplémentaire parce que tu déclares avoir une religion. En d'autres mots, un employé qui pratique une religion et qui a droit présentement à plus de congés payés qu'une personne qui ne déclare pratiquer aucune religion. On veut mettre fin à cette inéquité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je vais laisser mon collègue répondre en partie à votre question pure et simple. La réponse, c'est que nous sommes d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas plus à un qu'à l'autre, mais la réalité des milieux, dans beaucoup de nos milieux, amène aussi une autre réalité. Je te laisse... Ce qu'on a actuellement, c'est des ententes locales qui spécifient un nombre de journées. Puis dans ces ententes-là, il y a des journées flottantes. Donc, peu importe ta religion, au bout de la ligne, tout le monde a le même nombre de journées. Nous, on souhaiterait que ce type d'entente-là puisse continuer à vivre, puis ça n'avantage pas une personne par rapport à un autre. On parle de journées flottantes à ce moment-là. Tout le monde les a, et tu peux la prendre pour des raisons religieuses, comme tu peux la prendre pour d'autres raisons. Puis on parle de combien de congés flottants en général, parce que vous parlez bien d'entente locale, là? Oui. Donc on parle de quoi, 3-4 congés? 3, habituellement. Et ce que vous décrivez, c'est-à-dire des personnes qui vont choisir de prendre 1 ou 2 ou 3 congés flottants pour des raisons religieuses, si telle est leur volonté, c'est un phénomène ou une pratique que vous observez dans tous les centres de services scolaires ou est-ce qu'il y a des façons différentes de gérer ça? Chaque centre de service scolaire a ses propres ententes, donc c'est pas uniforme partout, mais dans des milieux, ça existe, c'est 3 jours, puis les gens les prennent au moment où ça leur convient. Donc, dans certains milieux, ça fonctionne comme ça, mais pas nécessairement dans tous les milieux. Exactement. Et vous seriez d'accord pour que ça fonctionne comme ça dans tous les milieux? En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des ententes qui ont déjà été négociées dans ces milieux-là. Pourquoi on ne pourrait pas laisser les ententes qui ont cours depuis des années avoir cours toujours, simplement? Oui, je sais, mais dans les milieux où ça ne fonctionne pas comme ça, et donc dans des milieux où on donne très généreusement des congés rémunérés pour les personnes qui ont une religion et qui souhaitent partir en congé religieux rémunéré, là où ça se fait, vous êtes d'accord pour que ça arrête? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que peu importe que tu sois dans une religion ou que tu n'es pas dans une religion, tu as le même nombre de journées. Correct. Sur le recours à la clause de souveraineté parlementaire,
Est-ce que le recours à la clause de souveraineté parlementaire ou clause dérogatoire, est-ce qu'elle est légitime selon vous, M. Gingras? Comme on vous l'avait mentionné lors du projet de loi 21, on pense que ça peut amener certains questionnements. Donc, on soumet l'idée qu'elle est utilisée abondamment, et ça peut être questionnant. Alors, on vous donne le même message aujourd'hui. Abondamment ou trop abondamment? Bien là, je vais vous laisser définir, Monsieur le ministre, trop abondamment, un peu trop abondamment. On trouve que on vient souvent en commission parlementaire, je dois vous avouer, et c'est ancien encore plus que d'autres fois. C'est correct. Oui, sans doute. Oui, c'est toujours plaisant. Ceci étant, on fait juste dire qu'il y a quand même un enjeu là. Maintenant, comme on le fait pour PL 21, la souveraineté parlementaire, on la respecte, mais on doit quand même mentionner que ça, utilisé un peu trop, ben, peut amener certaines questions et que OK. nous nous posons. Je pense que ça ne donne rien de trop vous questionner là-dessus. Vous allez me donner la même réponse. Fort J'ai probablement. l'impression que c'est une réponse que vous avez pratiquée déjà, fait que Je pratique toujours mes réponses, Monsieur le ministre. c'est inutile d'insister. Là, je veux vraiment qu'on parle de signes religieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un signe religieux envoie un message religieux? Peux-tu répondre avec ça? Ou je peux commencer? Écoutez, le message, nous, on vous l'a mentionné dès le départ, on a un message pragmatique. OK? Alors, oui, on est d'accord avec la laïcité de l'État. Oui, on était d'accord avec le consensus Bouchard-Taylor, qui a été agrandi au fur et à mesure, touchant les enseignantes, les enseignants, etc. Puis là, oui, c'est vrai, mais en même temps, il existe une clause grand-père. Donc, ces signes religieux-là sont encore présents. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui de façon très pragmatique, c'est avez-vous réfléchi aux effets d'étendre L'interdiction. l'interdiction, merci, l'interdiction des signes religieux dans le réseau, notamment comme mon collègue l'a présenté. Et elle est là, la question, parce que vous savez, quand on questionne le personnel dans les milieux, ils sont d'accord avec la laïcité. Ils vont vous répondre ça. Mais la deuxième, ou probablement leur première question, c'est « Ouais, mais ça va être quoi l'effet pour nous dans le milieu? » Et je comprends les valeurs, et je comprends tout ça, mais les aspects qu'amenait mon collègue, notamment du personnel de soutien, bien, c'est ça que les gens se questionnent quand ils sont précaires, etc. Puis ça, là-dessus, je peux te laisser continuer. Oui, M. le ministre, tout à l'heure, quand je disais dans mon explication que, dans le fond, ça risque de porter atteinte aux services qui sont rendus aux élèves puis aux parents, bien, tu sais, donner le choix entre avoir des gens qui portent un signe religieux et qui sont qualifiés ou encore ne portent pas de signe religieux mais qui ne sont pas qualifiés. Comprenez-vous que ça cause une certaine incertitude puis une pression sur le réseau? Vous pensez quoi? C'est quoi qui est le mieux pour les élèves? Quel est le plus grand risque pour les élèves, bien entendu? Vous savez, la liberté de croyance, souvent, on ne peut l'imposer à personne. On ne peut pas l'imposer à personne, mais est-ce qu'une personne sera pénalisée car elle croit à quelque chose de différent? Et c'est là que ça crée une lourdeur, clairement, à l'intérieur de la structure. Et, vous savez, je donne un exemple. Le technicien d'éducation spécialisée qui devra aller chez les gens, parce que parfois, on a des intervenants qui doivent se rendre à la maison. Et là, oui, c'est ça, exactement, l'enseignement, mais ça peut être aussi un technicien en éducation spécialisée qui peut se rendre pour aller porter certaines choses. On le voit régulièrement. Là, si on est devant une mère qui a un voile, là, on va lui demander de l'enlever. Donc, vous comprendrez qu'on vient plus loin avec ça. On est dans l'intrusion un peu. Et ça aussi, ça crée une certaine pression sur les gens qui vont intervenir dans les milieux. M. Pronovo, Yes. si c'est un voile intégral, oui, la personne devra le retirer. Mais le voile, le hijab, par exemple, là, non. Je veux juste préciser ça. Là. Je ne veux pas que les gens pensent que si jamais une professionnelle ou une TES se rend dans une résidence où il y a de l'enseignement à la maison, oui, l'obligation de retirer le voile intégral est prévue dans la loi, mais pas le... Dès qu'elle a le visage à découvert, ce sera légal. OK?
voulais dire, c'est que ça crée une pression, Monsieur le ministre, quand même, sur ceux qui vont aller intervenir quand Je même comprends. à l'intérieur de la maison des gens. Je comprends, M. Pronovo, mais comme vous le savez bien, là, un projet de loi, c'est un équilibre. Moi, je vais vous dire, je vous sens hésitant à répondre à ma question, alors je vais vous donner ma réponse. Un signe religieux envoie un message religieux. C'est clair. Et donc, si tu es pour la laïcité, il me semble qu'il faut que cette laïcité soit visible et donc il faut qu'elle se traduise par un code vestimentaire. Et donc, c'est pour ça que nous, on décide d'étendre l'interdiction des signes religieux à l'ensemble du personnel scolaire. Parce que oui, comme le dit le rapport Bedford, ou le rapport sur les 17, dis-je bien, il y a un enjeu de cohérence présentement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui développent un lien de confiance avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des enseignantes. Vous êtes très bien placé pour en parler, M. Pronovo. J'ai moi-même vécu une situation très proche de moi, là, pour ne pas parler de mon fils, là, qui a développé un lien de confiance très, très fort et très, très grand avec l'éducatrice du service de garde. Et de tout son parcours au primaire, c'est cette personne-là qui a sans doute eu le rapport le plus fort avec mon fils. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Il y en a d'autres, ça va être une TES. Il y en a d'autres, ça va être un ou une professionnelle. Je m'adresse à vous, M. Landry. Et donc, le rapport sur les 17, ce qu'il dit, c'est que si l'argument, c'est le rapport d'autorité, le rapport de confiance entre l'adulte et l'enfant, bien, on ne peut pas dire que ce rapport d'autorité, ce rapport de confiance se limite au rapport qu'on a avec un enseignant ou une enseignante. Le rapport d'autorité, on peut l'avoir avec d'autres adultes au sein de l'école, et c'est pour ça qu'on élargit l'interdiction en matière de signes religieux. C'est pour des raisons de cohérence, notamment, comme nous le recommandait le rapport sur les 17. Maintenant, quand vous parlez de pénurie, expliquez-moi, là, on donne un droit à qui? Alors, en quoi est-ce que le projet de loi pourrait contribuer, selon vous, à exacerber le problème de pénurie? Expliquez-moi la logique, là. Il reste 10 secondes. Bien, en 10 secondes, je vais vous dire, la pénurie est déjà très omniprésente. Les nouvelles personnes qui vont vouloir venir travailler à l'intérieur des centres de services scolaires. Merci beaucoup. Je suis désolée. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je cède la parole à Mme la députée de Bourassa-Sauvé, porte-parole de l'opposition officielle, Merci. pour 8 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Bonjour, Madame Villeneuve. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez dit, donc, d'ailleurs, je voudrais vous remercier donc, pour le travail que vous faites, parce que c'est un système, vous disiez, qui était porté à bout de bras, puis j'aurais voulu ajouter à bout de bras par des femmes, surtout. Et vous nous arrivez aujourd'hui avec une approche pragmatique et vous surtout donc basée sur l'impact donc, du projet de loi sur la pénurie. Le ministre de l'Éducation est en train de vous questionner là-dessus. C'était d'ailleurs la première question que moi j'avais pour vous, à savoir donc vous, quand vous regardez ce projet de loi-là, ce qui est déposé, notamment bien, en fait, particulièrement en ce qui a trait donc, au recrutement du personnel de soutien scolaire, du personnel professionnel. Vous avez parlé un peu plus tôt du respect des ratios dans les services de garde, que c'est une préoccupation pour vous. Est-ce que vous êtes... votre analyse s'est penchée sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour votre réseau de vous priver de femmes potentielles là, qui viendraient ajouter leur expertise à votre réseau? D'entrée de jeu, dans mon explication tout à l'heure, dans ma prémisse, je disais qu'il y avait énormément, il manquait énormément de gens déjà dans le réseau. Et si en plus, je vais compléter ma réponse, si en plus on arrive avec cette lourdeur-là et on vient ajouter une prérogative qui va empêcher clairement des gens de peut-être appliquer et travailler dans les centres de services scolaires. Et là, c'est le service direct à l'élève, c'est le service direct aux enfants qui en ont besoin, qui peut être diminué déjà que nous sommes en pénurie, mais une pénurie qui est causée aussi par la précarité d'emploi. Donc, 75 des membres qu'on représente sont encore précaires. Donc, vous comprendrez qu'à partir de ce moment-là, la solution peut se trouver à l'intérieur des rangs, mais on ne le fait pas. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que l'accès à la promotion aussi, là, hein, à l'intérieur du réseau.
on va faire quoi? Quand quelqu'un va arriver et il va vouloir avoir une promotion, est-ce qu'on va recommencer? Est-ce qu'il devra enlever ses signes religieux parce qu'il les possédait avant? Il n'y a rien de clair là-dessus. Il faut absolument qu'on travaille en collaboration avec le ministère là-dessus, parce qu'entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on décide, parfois, il y a un écart, et c'est là que c'est important de venir chercher là, ces spécificités-là qui sont importantes pour les gens et qui sont valorisantes aussi pour les gens qui y travaillent. Si. J'aimerais juste rajouter deux choses pour compléter ce que mon collègue disait. Premièrement, on rappelle que c'est un moratoire qu'on demande. Parce qu'à votre question qui disait, est-ce qu'on a réfléchi, est-ce qu'on a des... Mais nous, on pense que c'est au ministre de nous dire quels seront les effets réels dans les milieux. Et on ne peut pas comparer notamment la clause grand-père pour les enseignantes, les enseignants, où il y a, même s'il y a des roulements, même s'il y a des départs, il y a beaucoup moins de roulements que dans le personnel de soutien de mon collègue. Et donc, ça va augmenter justement cette pénurie-là. Mais ce qu'on demande au ministre, c'est prenons le temps de regarder quels seront les effets. Et là, c'est pas ce qu'on fait. Oui, effectivement. Et nous, comme nous, on n'a pas reçu d'analyse d'impact réglementaire, donc on n'a pas la réponse à cette question-là. Puis ce que vous venez de dire, bien, moi, ça m'amène à ma prochaine question, la prochaine que j'avais pour vous, qui était justement donc de nous expliquer comme parlementaire comment est-ce que ça fonctionne. Ce que vous l'avez dit, donc pour les enseignants, il y a une relative stabilité dans le corps d'emploi, mais au niveau donc du personnel de soutien, il peut y avoir donc des aménagements. Je comprends qu'au sein du même centre de service scolaire, donc parfois donc le personnel va pouvoir se promener, qu'il va y avoir des ajustements à la tâche. Là, on a une clause grand-père qui est assignée à certains de vos prédécesseurs ont dit assignée au poste et pas à la personne. Donc, je vais réutiliser le même terme parce que je le trouve clair. Donc, vous, comment la rédaction de cette clause grand-père-là, comment est-ce qu'elle pose des défis à votre réseau, considérant la réalité des mouvements personnels? C'est sûr que mon collègue il a été très éloquent dans ses exemples, puis il pourra toujours revenir avec ça, mais lorsqu'on a des mises à pied cycliques, lorsque les gens sont appelés à quitter, pas nécessairement par choix, mais à cause de cette pénurie-là, mais c'est quoi la clause grand-père quand tu as une mise à pied cyclique? Je vais te laisser continuer avec d'autres exemples. D'autres exemples, j'ai des statistiques quand même qui sont éloquentes. Quand on parle qu'en individus, là, dans le réseau présentement des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, on a 29 600 individus, mais on a l'équivalent de 11 300 personnes équivalent temps plein. Donc, j'ai un problème. J'ai un problème parce que ça ne balance pas. Même chose pour les éducatrices en milieu scolaire. J'ai 39 000 personnes en individuel, mais j'ai 10 011 éducateurs, éducatrices équivalent temps plein. Donc, là, ce que ça fait sur le réseau, c'est que ça met énormément de pression. Et les gens, là, quand il y a de la précarité, bien, on l'associe directement à la pénurie de main-d'œuvre parce que les gens, tout coûte plus cher, les gens décident d'aller ailleurs, décident d'aller travailler pour un autre emploi, mieux rémunéré, plus d'heures. Donc, le choix n'est pas difficile à faire, mais on est en train, malheureusement, de nous éviter d'offrir des services encore meilleurs que ce qu'on offre présentement avec du temps de qualité pour pouvoir réaliser nos interventions. Oui, puis j'imagine parfois il y a du cumul de postes aussi. Donc, c'est une telle disposition dans le projet de loi, ça rendrait ça beaucoup plus difficile pour vous à opérationnaliser sur le terrain concernant le cumul de postes. Beaucoup plus difficile. Puis vous savez, entre ceux qui peuvent porter des signes, garder leurs vêtements versus d'autres, les nouveaux arrivés, comment on va gérer ça sur le terrain? Comment on va travailler aussi là-dessus? Ça va être très compliqué dans le réseau. Et c'est pour ça que nous, comme mon collègue M. Gingras l'a dit, c'est un moratoire qu'on veut pour pouvoir en discuter, pouvoir jaser, ne pas rien prendre de décision trop rapide et qu'on n'ait pas le temps de travailler adéquatement et de le mettre en place. Ça, c'est ce qui est important. Sur la question des congés, je vous ai entendu tantôt, vous nous disiez essentiellement, en ce moment, avec les ententes locales, donc il y a des journées flottantes qui sont négociées. Donc oui, c'est négocié par centre de service scolaire, là, par définition, c'est local, mais de façon générale, l'équité qui est visée, parce que comme vous, on est encore avec les objectifs, mais au niveau du moyen là, qui est apporté par le ministre, ce que vous dites, c'est que dans la réalité, il y a déjà cette équité-là qui existe sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, là. Puis c'est de milieu en milieu, puis des milieux où ça a lieu. Ça fait déjà plusieurs années que ça fonctionne comme ça, puis ça a toujours fonctionné comme ça. Puis il n'y a pas de problème, là. Ça va de soi, là. Et à l'image, et peut-être à l'image de
l'ensemble du projet de loi, les endroits où c'est le cas, où il y a une iniquité, c'est peu nombreux. Là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on ratisse encore une fois à la grandeur du Québec. Donc, on enlève les endroits où ça va bien, où il n'y a pas de problème. Alors, justement, là-dessus, ce que j'ai très peu de temps, le projet de loi a été déposé en raison du cas Bedford. Est-ce que vous pensez que ce projet de loi empêcherait un autre Bedford de se produire? Ce projet de loi-là aide à la laïcité, amène des éléments intéressants, mais rien en lien avec Bedford qui aurait pu être réglé, qui devait être réglé en relation de travail ou avec les différents mécanismes qui existaient déjà. Oui. Il reste encore un petit peu de temps. Je reviens donc sur les autres aspects qui ne concernent pas la laïcité, parce qu'en fait, vous vous demandez le retrait de ces dispositions-là, donc tout ce qui concerne donc l'évaluation des enseignants, la planification. Donc, vous vous dites, en fait, c'est parce que c'est déjà le cas sur le terrain ou parce que ça demande des dédoublements, un alourdissement? Mes collègues de la FSE, la vice-présidente et le président hier ont été très éloquents, très bien placés. Je suis désolée, ça c'est existe tout le déjà. Désolée, je dois intervenir. Je cède maintenant la parole à M. le député de Matane-Matapédia pour une période de 2 minutes 40. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. On assiste dans notre société à un retour du religieux. Au plan personnel, ça appartient à la spiritualité de chacun, mais il y a la sphère publique, puis on a une responsabilité comme élu de s'assurer de la laïcité, de son application, des grands principes. Évidemment, il y a des gestes qu'on peut faire. Par exemple, sur les lieux de prière, on n'a pas eu besoin de légiférer. Le ministre a envoyé un avis à tout le monde, puis ça a été suivi. Par exemple, vous indiquez qu'on pourrait mieux appliquer ce qui existe comme règle présentement, puis on n'aurait peut-être pas besoin de légiférer pour atteindre les objectifs du suivi de Bedford. Parce que si on se concentre uniquement là-dessus, comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Je vais poser une question plus générale. Moi, ce retour du religieux, notamment dans la sphère publique, il m'inquiète. Ma question, est-ce que vous le constatez et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus pour garantir la laïcité? Est-ce qu'il y a quelque chose que votre syndicat est prêt à faire de plus pour contribuer avec nous, les parlementaires, à ce qu'on préserve la liberté de conscience et la laïcité de l'école? Demander un moratoire sur le port des signes religieux. C'est ce qu'on fait. OK? Pour dire, ça sera quoi l'impact? Parce qu'on comprend ce qu'on tente de faire. On est d'accord avec les objectifs. Par contre, bien que vous vous questionnez sur la montée du religieux, la présence du religieux, nous, on se questionne sur nos problèmes dans notre réseau. Ça à quoi je suis certain vous questionnez aussi. Et lorsqu'on pense que ce qui est sur la table présentement pour la laïcité va avoir des impacts négatifs dans un réseau qui n'a pas besoin d'un impact négatif. Je suis très sensible à ça. Par exemple, la question de l'évaluation, je trouve que c'est trop ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'ajouter ça. Ça, je suis sensible à ça. Mais de façon générale, comme vous prenez position sur toutes sortes d'enjeux, est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose de plus de votre propre initiative pour réaffirmer la laïcité et que vous comprenez je dirais, la bataille qu'on mène, parce que les parlementaires qui veulent s'assurer de ça. C'est le cas du ministre, puis c'est mon cas aussi. En 30 secondes, M. Gingras. Écoutez, je dois vous dire que j'ai peine à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de plus que se présenter ici, être d'accord avec se présenter ici, être d'accord avec les objectifs, dire que c'est louable, c'est intéressant, mais il faut quand même certains se questionner sur les impacts d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre du religieux. Mais si ce n'était pas du projet de loi, y a-t-il d'autres choses que vous êtes prêts à faire? Malheureusement, merci. Ouais, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour ces échanges. Merci infiniment pour votre contribution à ces travaux. Pour ma part, je suspends quelques instants pour accueillir notre prochain groupe.